Cercle de presse, on reçoit Pierre Moreau, candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec et député de Châteauguay. Il va nous donner sa vision de la décentralisation vers les régions, va nous parler des mini-centrales et de sa position sur les cégeps. Notre invité de ce matin, député de Châteauguay, candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, M. Pierre Moreau. Je vais vanter le cercle de presse. Qu'est-ce qu'il y a de bien cette année? C'est qu'on a reçu les 3 candidats à la chefferie du Parti libéral du Québec. Donc, j'estime que le cercle de presse a joué un beau rôle cette année, d'autant plus qu'il n'y avait pas d'événement organisé dans la région pour le Parti libéral. Donc, le débat de la course à chefferie, ça sera fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au cercle de presse. Donc, je me lance des fleurs, je vous lance des fleurs à tous. Donc, le message est fait. Donc, on passe à notre invité, M. Pierre Moreau. Merci d'être là. Et, OK, oui. Il va y avoir... c'est correct, on ne filme pas encore. Donc, prise 2 à M. Moreau. Merci d'être là. Donc, vous avez 8-10 minutes. Par la suite, on passe aux questions. La première question ira à M. Bertrand Tremblay. Pour les autres questions, vous me ferez signe et je prendrai votre nom en note. Donc, M. Moreau, à vous. Merci d'être là. Bon, bien, merci beaucoup. Merci de me recevoir. L'invitation a été lancée depuis un certain temps, effectivement, par le Cercle de presse. Et ça me fait plaisir d'être avec vous à Chicoutimi ce matin dans le cadre de cette tournée, dans le cadre de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. C'est un moment qui est extrêmement important pour le parti et c'est un moment qui est extrêmement important pour chacun des candidats à la chefferie parce que une course à la chefferie, c'est un moment unique. Pour nous, au Parti libéral du Québec, c'est la première fois en 30 ans qu'on aura cet exercice-là. Et donc, ça nous permet en même temps de faire coïncider la course à la chefferie avec une possibilité de renouvellement du Parti libéral du Québec. Le 4 septembre dernier, le parti a reçu un message qui était clair de la population du Québec qui nous disait « Vous n'êtes plus l'option retenue pour former le gouvernement ». Et donc, lorsqu'un parti se retrouve dans l'opposition, il a l'obligation, lui, de se présenter aux prochaines élections en ayant non seulement fait la démonstration qu'il a compris le message que la population lui a envoyé, mais en saisissant ce message-là pour se renouveler et présenter une nouvelle option à la population. Le fait que le passage à l'opposition coïncide aussi avec une course à la chefferie, c'est une double occasion. Parce que le parti aura l'occasion d'incarner le renouveau à travers le nouveau chef qu'il choisira le 17 mars prochain et de faire en sorte de dire à la population, voici quelle est la direction que nous entendons donner au parti et quelle est notre capacité de nous renouveler. Dans cette course au leadership, j'ai axé dès le départ mes intentions vers un renouvellement basé notamment sur l'appel aux jeunes, renouveler le membership du parti pour une raison très simple. Et je le disais souvent, c'est pas pour faire de plus belles photos parce qu'on attire des jeunes, c'est parce que la société québécoise vit un changement qui est important. On a une société qui passe d'une génération, la génération des baby boomers, qui est en contrôle dans l'ensemble de l'activité économique, aux générations suivantes et à ces jeunes journalistes qui vous suivront, messieurs, madame, et qui donc représentent la société de demain. L'obligation que nous avons d'attirer des jeunes à un parti, ça coïncide à ce que l'on souhaite pour son parti, c'est-à-dire qu'il soit le reflet de la société dans laquelle il évolue. Si nous nous coupons d'un membership jeune, et quand je parle des jeunes, je ne parle pas seulement de ce qui compose la commission jeunesse du Parti libéral, c'est-à-dire 16-25 ans, mais cette tranche de population de 16 à 45 ans qui forme d'abord la relève et qui aussi constitue ceux qui partent très tôt le matin quand il fait encore noir pour gagner leur pain, puis reviennent le soir à la maison quand il fait déjà noir pour s'occuper des tâches quotidiennes. Ces gens-là doivent appartenir aussi, doivent venir au sein de notre parti pour être capables de partager avec le parti et pour voir se refléter dans la plateforme du parti les préoccupations qui sont les leurs. Dans le cadre de la course au leadership, j'ai eu l'occasion d'aller dans diverses universités. Je suis allé à l'Université de Sherbrooke, je suis allé à l'Université Laval, pour souligner l'importance du militantisme chez les jeunes. Et à chaque fois, ce que j'ai constaté, c'est que les jeunes ont un intérêt pour la politique.
On ne peut pas reprocher aux jeunes de ne pas s'intéresser à la politique s'ils ont l'impression que nous, les politiciens, nous ne nous intéressons pas à eux. Et c'est la raison pour laquelle je disais plus tôt dans cette course, le prochain chef du Parti libéral du Québec, le 18 mars, aura l'obligation de prendre son bâton de pèlerin et puis de parcourir le Québec pour aller à la rencontre des jeunes là où ils sont, dans les cégeps, dans les universités, sur les lieux de travail, pour leur dire l'importance de venir militer au Parti libéral du Québec. Premier axe. Deuxième axe de cette campagne, et c'est le thème de ma campagne, la fierté d'être libéral. On a constaté à l'élection, dans les sondages qui précédaient l'élection, que seulement 19 % des électeurs francophones se disaient libéraux. Pourtant, si on avait eu seulement 19 % du vote francophone, on n'aurait pas représenté 50 circonscriptions à l'Assemblée nationale du Québec. C'est dire qu'il y a parmi les électeurs francophones des gens qui votent libéral, mais qui ne le disent pas. Et on doit répondre à cette question. Pourquoi ne le disent-ils pas? Il y a une espèce d'effritement de la fierté d'appartenir à ce parti, qui est pourtant l'une des grandes institutions qui a façonné le Québec moderne. Le Parti libéral du Québec, c'est le parti qui a donné le droit de vote aux femmes. C'est le parti qui a fait de la langue française la langue officielle du Québec. C'est le parti qui a créé le ministère de l'Éducation. C'est le parti qui a créé la Caisse de dépôt et de placement. C'est le parti qui a fait la Charte des droits et libertés. C'est le parti qui a façonné la structure du Québec moderne telle qu'on la connaît, de telle sorte que aujourd'hui, si on regarde nos institutions, on se rend compte que chacune d'elles porte la marque du Parti libéral du Québec. Et il faut faire une distinction entre l'institution qui est notre parti et le fait que certains individus qui, au fil de l'actualité, se font reprocher des comportements qui sont incorrects, soient en train de ternir l'image de ce parti-là. Il existe des comportements semblables, le parti a l'obligation de les dénoncer et de les pointer du doigt puis de les exclure. Puis il faut faire une distinction entre l'institution et les individus. Et donc, redonner aux militants la fierté d'être libéral, c'est leur dire ce que nous sommes, le fait que nous ayons été un parti non seulement dominant au cours du 20e siècle, un parti qui a façonné, comme je le disais, la société québécoise telle qu'on la connaît, mais aussi un parti qui a la capacité de redevenir ce qu'il était, c'est-à-dire un lieu de débat, un forum où on peut discuter des idées et faire en sorte qu'on puisse faire évoluer la population puis la société québécoise telle qu'on la connaît. Et notre capacité de nous projeter dans le 21e siècle sera égale à cette capacité qu'on aura de se renouveler. Le Parti libéral du Québec, c'est non seulement une grande institution en ce qu'il a formé le Québec moderne, mais c'est une grande institution en ce qu'il a infléchi l'ensemble des mouvements politiques au Québec. Le Parti québécois, c'est René Lévesque qui quitte le Parti libéral pour former le mouvement Indépendance et pour former le Parti québécois. L'ADQ, la CAQ, c'est Mario Dumont qui, au dépôt du rapport à l'air, quitte l'aile jeunesse du Parti libéral pour former l'Action démocratique du Québec. Non seulement le parti a-t-il façonné le Québec tel qu'il est, mais il est à la base de tous les grands courants politiques qui existent au Québec. Et ça, c'est fondamental et c'est la raison pour laquelle on doit s'assurer que notre parti sera dans le 21e siècle ce qu'il a été dans le 20e siècle. Ça passe par le renouvellement et donc, dans le cadre du leadership, moi, ce que je propose, c'est aller chercher ces nouveaux membres et c'est ce que j'ai fait dès le début. L'autre élément qui est fondamental, c'est de présenter des propositions nouvelles. Vous avez probablement, comme membre du Cercle de presse, suivi les débats que nous avons eus. On a eu 5 débats, 4 en français et 1 en anglais. Et à chacun des débats, sur chacun des thèmes, et on aura l'occasion d'en discuter parce que je ne veux pas faire un long discours, j'ai eu le courage, je dirais, de présenter des idées nouvelles et d'avancer, que ce soit en matière d'éthique, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de gouvernance, des propositions qui rejoignent à la fois non seulement l'ensemble de la population, mais qui rejoignent les thèmes qui vont devoir être ceux que représenteront notre plateforme électorale lors des prochaines élections. Et ce que je dis aux militants du parti, si on a cette capacité donc d'aller chercher un leader qui va ramener les jeunes, qui va faire le pont avec les francophones, qui va redonner aux membres du parti la fierté d'être libéral, qui va faire du Parti libéral du Québec un lieu de débat, ce que j'ai proposé en toutes circonstances, ce sur quoi certains de mes adversaires ont eu quelques réticences. Si on a cette capacité-là, à la prochaine élection, ce n'est pas 125 candidats qu'on enverra aux élections, mais c'est des dizaines de milliers de membres du parti qui se le seront réappropriés et qui feront en sorte que nous pourrons défaire le gouvernement lors du prochain rendez-vous électoral.
C'est le programme que je propose à ceux et celles qui suivent cette course. C'est le genre de leadership que je propose. Et je serai heureux de débattre avec vous de l'ensemble de ces enjeux au fil des questions qui seront posées ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Moreau. Donc, j'avais annoncé la première question à M. Bertrand Tremblay. C'est ce qui suivra dans un instant. Par la suite, ce sera Denis Lapierre. Et pour les autres questions, vous me faites signe. M. Tremblay, Bertrand Tremblay, AL13, le quotidien. Merci, M. le Président. Alors, M. Moreau, votre visite, à mon sens, est intéressante aujourd'hui dans la région. Vous êtes, vous représentez un peu le renouveau. On vous a vu partout sur la tribune avoir un discours un peu différent des autres. Vous êtes le monsieur net dans un parti qui a eu beaucoup de difficultés. Mais ce qui nous intrigue dans les régions, là, on se demande quelle est votre connaissance des réalités régionales. Je ne sais pas si vous êtes venu souvent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous avez été à l'Université Laval, vous venez de dire à l'Université Laval et à l'Université de Sherbrooke. Est-ce que vous êtes allé aussi, comme l'avait fait Claude Ryan, un de vos célèbres prédécesseurs, qui voulait faire ce que certaines intelligences à Montréal veulent, c'est-à-dire réduire les universités en région à des grosses cégeps, par exemple. Est-ce que vous êtes venu faire un tour à l'Université du Québec? Est-ce que tu veux voir la recherche qui se fait, etc.? Puis il y a deux éléments dans votre programme qui m'inquiètent un peu pour un jeune comme ça, qui est rempli de... qui suscite beaucoup d'intérêt. C'est de vouloir abolir l'UPA. L'UPA, dans une région semi-rurale comme la nôtre, là, c'est extrêmement important avec la mondialisation. L'envahissement des... Et la deuxième... Et le deuxième élément qui m'inquiète, moi en tout cas, c'est votre idée de vouloir abolir les cégeps. La majorité des cégeps sont en région. Oui. Ils ont des options provinciales. À Saint-Honoré, par exemple, on a le pilotage. À Jonquière, on a formé des dizaines de communicateurs professionnels qui s'illustrent un peu sur la scène nationale. Je pense que si on abolissait les cégeps, alors tout ça reviendrait dans un mouvement de centralisation. Là, je vous laisse la parole. Alors, vous avez trois thèmes dans votre question. D'abord, les régions. Est-ce que je connais les régions? Je suis né à Verchères, dans une municipalité rurale, et mon père a été président de l'Union des conseils de comté à l'époque, l'Union des municipalités régionales de comté du Québec, qui est devenue aujourd'hui la Fédération québécoise des municipalités. Il a été à la présidence de cet organisme-là pendant 15 ans. J'ai parcouru avec lui l'ensemble des régions du Québec. Et j'ai moi-même pratiqué pendant 22 ans le droit municipal dans un cabinet d'avocats à Montréal qui se spécialisait dans la représentation des petites municipalités. J'ai été l'avocat de la Fédération québécoise des municipalités. J'ai donné les cours de formation aux élus et aux secrétaires trésoriers de l'ensemble du Québec. Et oui, j'ai voyagé dans l'ensemble des régions du Québec. Je connais très bien les municipalités régionales de comté pour avoir été moi-même procureur de ces municipalités régionales de comté-là. Et lorsqu'en 1979, pour la première fois, un gouvernement a fait une loi sur l'aménagement et l'urbanisme, mon père était de ces groupes de pression, donc président, ce que M. Généreux fait aujourd'hui pour la Fédération québécoise des municipalités, comme il l'a été d'ailleurs lorsqu'en 1978, le gouvernement a adopté la loi sur la protection du territoire agricole. J'ai fait 22 ans de carrière au développement régional, justement dans les municipalités. J'ai représenté ces municipalités-là pour faire des projets de loi privés. J'ai fait des ententes intermunicipales et j'ai fait en sorte que dans l'ensemble de ma carrière, j'ai pu passer des projets de loi qui ont amené des éléments importants du développement économique régional. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans ma plateforme de développement économique régional, aujourd'hui, je dis on doit inverser le modèle québécois qui consiste à faire un programme central à Québec puis à trouver un peu comme un complet prêt-à-porter à qui est-ce qu'il va faire. Il faut faire du sur-mesure. Ce que je propose en développement économique régional, c'est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire de créer un fonds de développement économique régional et un fonds de diversification économique régionale à partir des ressources qui seront puisées dans une région, qu'une fraction de ces ressources-là, les redevances, soient données aux municipalités, aux régions,
qui pourront s'asseoir à une table, soit à la conférence régionale des élus, soit à la municipalité régionale de comté, soit avec les municipalités locales, soit avec les chambres de commerce, et qui puissent, eux, définir dans le plan de développement économique quels sont les éléments de succès dans une région qui pourront être financés notamment à partir de ce fonds de développement économique-là. Je crois profondément aux régions et je crois à une décentralisation très grande du pouvoir du gouvernement vers les régions pour permettre aux régions de se prendre en main parce que c'est ce qu'elles demandent. Et souvent, plus souvent qu'autrement, lorsqu'on a un programme central de développement économique, les régions ne font pas exactement dans ces programmes-là. Et le programme des régions ressources en est un bel exemple, où on avait des régions qui n'étaient pas ressources et qui se voyaient en compétition avec ce que le gouvernement faisait. Pour la question de l'UPA, je suis né sur une ferme agricole, sur une ferme de production laitière. Je n'ai pas parlé de l'abolition de l'UPA. Je corrige un peu le préambule de votre question. Ce que j'ai parlé, c'est de donner aux agriculteurs eux-mêmes la possibilité de déterminer si un monopole syndical dans le domaine agricole était toujours le meilleur modèle possible pour représenter l'ensemble des activités agricoles. Quand j'étais jeune, et je le suis encore, vous l'avez constaté, il y avait des fermes de production laitière, il y avait la production porcine, puis il y avait les poulets. En gros, c'était ça, puis il y avait un peu de production céréalière. Aujourd'hui, l'agriculture au Québec s'est modifiée radicalement. L'UPA a été constituée en 1972, il y a de ça 40 ans. C'est le seul endroit au monde, pas en Amérique. Au Québec, on est le seul endroit au monde où on a un monopole syndical pour représenter l'agriculture. Vous avez aujourd'hui de l'agriculture biologique, vous avez des producteurs de petits fruits, vous avez des nouveaux gibiers, l'autruche, le lapin, des productions qui se développent. Vous avez même des producteurs traditionnels qui sont des producteurs de grandes cultures. Mes frères en sont. On a transformé la ferme de production laitière, comme bien des fermes de production laitière, en ferme de production céréalière. Et les céréaliers ne se retrouvent pas au sein de l'UPA. La question que je pose, ce n'est pas l'abolition de l'UPA. L'UPA a rendu de fiers services. La question que je pose, ce n'est pas l'appartenance à un syndicat. Je pense que les producteurs agricoles, quel que soit le type de production qu'ils ont avantage à se retrouver au sein d'un syndicat et ont l'obligation d'y cotiser. La question que je pose, c'est pour quelle raison, 40 ans après sa formation, alors qu'on a maintenant une diversification agricole partout sur l'ensemble du territoire du Québec, est-ce qu'on retrouverait que ce monopole syndical est encore valide? Les meilleurs, les mieux placés pour y répondre, ce sont les agriculteurs. Encore faut-il leur proposer la question pour qu'ils puissent y répondre. Il y a une commission qui s'est penchée là-dessus, la commission Pronovo, qui a fait 49 recommandations. L'une de ces recommandations-là, c'était précisément de suggérer à travers la Régie des marchés agricoles, à ce qu'il y ait une consultation des agriculteurs sur le monopole syndical. C'est exactement ce que je propose, et non pas l'abolition de l'UPA. Et enfin, pour les cégeps, je suis heureux que vous me posiez la question. Puis, m'en venant ici, je savais que cette question-là était pour venir. Je vais corriger aussi un petit peu le préambule. Je n'ai jamais dit que je souhaitais l'abolition des cégeps. J'ai dit ceci, cependant. On a une étude des hautes études commerciales qui vient d'être rendue publique en 2012 et qui indique qu'au Québec, en diplomation universitaire, on a un retard sur le reste du Canada. On a 4 points d'écart en termes de diplomation universitaire par rapport à l'Ontario et on a 2,5 points d'écart sur la moyenne de diplomation universitaire des provinces canadiennes. On est dans la queue du peloton. En même temps, on est le seul endroit au Canada où on a un système de cégep pour la préparation aux études universitaires. La question que j'ai posée, et je reprends exactement les termes que j'ai utilisés durant le débat, c'est de se poser la question sur la pertinence du modèle des cégeps dans le parcours des études. Pour quelle raison? Parce qu'ailleurs au Canada, vous avez des baccalauréats qui durent 4 ans, vous avez des études secondaires qui sont plus longues. Et l'idée de se poser la question, là, la dernière fois qu'on l'a posée, dit le président de la Fédération des cégeps, c'est en 2003. Je vous signale que ça fait 10 ans. Et 10 ans après qu'on se soit posé la question, on est encore en queue de peloton sur la diplomation universitaire. Est-ce qu'on est une société à ce point riche et tranquille que l'on peut ne pas se poser la question sur la pertinence des cégeps dans ce phénomène-là, d'une part, quand on considère que 4 points d'écart avec l'Ontario, c'est des dizaines de milliers d'étudiants qui ne seront pas diplômés, contrairement à ce qui se passera dans les autres provinces canadiennes. Le 21e siècle, c'est le siècle du savoir. Dans ce siècle du savoir, la clé, c'est la diplomation.
Et si on a un problème à l'égard de la diplomatie, on doit avoir le courage de retrousser ses manches puis de se poser franchement la question. Prochaine question, Denis Lapierre, Radio-Canada. Par la suite, ce sera Laval-Gagne. Vous avez parlé d'autonomie municipale tout à l'heure. Il y a un dossier d'autonomie municipale qui prend beaucoup de place ces temps-ci, c'est les mini-centrales. Oui. Vous, Premier ministre, est-ce qu'on ne fait pas Val-Jalbert et qu'on fait la 11e chute ou on maintient les choses telles qu'elles sont ou vous avez d'autres choses à proposer pour justement permettre aux municipalités de trouver des façons différentes d'assurer leurs finances? Deux choses. D'abord, je vous ai parlé tantôt de ce que j'avais comme vision économique régionale. Je fais ce préambule-là pour vous dire, moi, je pense que les régions doivent être beaucoup plus autonomes qu'elles ne le sont à l'heure actuelle. Je vais venir au mini-central, mais je vous remets en perspective. Au Québec, on a de l'eau, on a du gaz de schiste, on a du pétrole, on a des ressources forestières, puis on a des ressources minières. De l'ensemble de ces ressources-là, il est possible de percevoir des redevances. À partir du moment où on peut percevoir des redevances de ces ressources-là, il faut que les régions, où elles sont perçues, puissent en garder une portion qui leur est propre, pour le bénéfice de l'enrichissement collectif. Alors, le gros des redevances va à l'État, mais il y a une portion des redevances qui reste au secteur régional, qui les administre dans un fonds de développement économique régional qui vise deux objets. Un, la diversification économique pour les régions mono-industrielles, et deux, le développement économique pour les régions qui, dans un plan de développement économique, auront identifié des éléments qui sont des éléments à succès dans une région. C'est ma vision du développement économique. On inverse totalement le modèle. Dans cette perspective-là, les mini-centrales, on doit les voir aussi comme des sources d'enrichissement collectif régional. Parce que les mini-centrales vont aussi être des sources de redevances pour les municipalités, là où elles seront installées. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'il est extrêmement difficile d'envisager avec précision le fait que nous ayons ou non des surplus d'électricité avec Hydro-Québec. Et ce que j'ai dit dans un des débats, lorsque je disais qu'il faudrait peut-être serrer la vis à Hydro-Québec, c'est qu'il faut s'asseoir sur des éléments qui sont tangibles pour déterminer si on est véritablement en situation de surplus électrique ou si on est en sous-production électrique. Lorsque le Parti libéral est arrivé aux affaires de l'État en 2003, M. Caillé, qui était PDG d'Hydro-Québec à ce moment-là, rencontre le premier ministre Charest et lui dit « M. Charest, on va manquer d'électricité parce que le niveau des réservoirs sont bas », ce qui a amené tout le déploiement des problèmes qu'on connaît avec la centrale du Suroît. L'automne qui a suivi, les pluies étaient abondantes, les réservoirs se sont faits, puis M. Caillé dit au premier ministre « On n'est plus en période de manque d'électricité. » On ne peut pas gérer une société d'État de cette façon-là. Alors, aujourd'hui, on parle de surplus d'électricité. Hydro-Québec dépose des prévisions qui nous disent jusqu'en 2020, on va être à peu près en surplus de production électrique. Ils sont incapables de nous dire quel sera le développement du réseau d'ici 2020. Exemple, si le plan Nord est remis en action parce qu'on change le gouvernement actuel, qui est à l'heure actuelle un grave problème pour le développement du Nord du Québec, et on l'a vu avec la décision du Canadien national de se retirer du projet de chemin de fer, et que vous avez une entreprise comme Russal qui s'installe ici, là, à cette île. Russal, c'est une des plus grandes alumineries au monde. Ce sont d'immenses consommateurs d'énergie hydroélectrique. Et si le plan Nord se développe, comment pourra-t-on dire, sans avoir une perspective réelle des projets d'implantation, qu'on sera en surplus jusqu'en 2027? On n'est pas capable de prévoir la température 3 semaines d'avance. Comment Hydro-Québec peuvent-ils nous dire, oui, on va être en surplus de production électrique? On va peut-être être en surplus de production électrique parce qu'on n'est pas assez agressif sur le marché américain. On va peut-être être en surplus de production électrique parce qu'on n'est pas assez agressif pour vendre notre électricité en Ontario. On a une ligne électrique qui s'en va en Ontario à l'heure actuelle. Et vous avez l'ensemble de la province qui se bat pour essayer de trouver des sources alternatives à l'énergie nucléaire pour la production d'électricité. Il y a une question de vision, il y a une question de prévisibilité. Et dans ce contexte-là, lorsqu'on pourrait avoir une évaluation adéquate de ce que sont les besoins d'Hydro-Québec et notre capacité de consommer l'énergie hydroélectrique, il est clair que les mini-centrales deviennent des éléments attrayants pour le développement économique régional. C'est ça ma vision des choses. Alors, le jour où je deviendrai premier ministre du Québec, je pense que je demanderai à Hydro-Québec d'être plus imputable à l'égard des prévisibilités de consommation électrique et de savoir si oui ou non on est en situation de surplus ou on est en situation... C'est quand même des projets qui avaient été lancés par le gouvernement libéral. Tout à fait, puis qui sont arrêtés par le gouvernement péquiste. Puis vous avez Val-Jalbert. Moi, ce que je ne comprends pas là, dans ce dossier-là, je vais vous dire sincèrement, c'est pourquoi Val-Jalbert serait bon puis les autres ne seraient pas bons.
Ou pourquoi les autres ne seraient pas bons puis Val-Jalbert serait bon? Posons la question d'un côté ou de l'autre. Alors, si c'est bon pour un, c'est bon pour l'autre. Le développement économique régional, là, il n'y a pas une personne qui est meilleure qu'une autre là-dedans. Alors, où on va de l'avant, où on stoppe. Mais le problème qu'on a avec ce gouvernement-là, c'est qu'ils sont idéologiques et dogmatiques et que lorsqu'ils prennent des décisions, ils prennent des décisions sans avoir en main l'ensemble de l'information. Moi, je questionnerais Hydro-Québec à dire pour quelle raison, au moment où vous avez accepté d'aller de l'avant avec ces projets de mini-centrales-là, vous n'étiez pas capable de prévoir que vous étiez en surplus de production? Et sur quelle base, aujourd'hui, vous appuyez-vous pour dire qu'on est en surplus de production électrique? C'est le développement économique régional. C'est des projets qui sont des projets d'infrastructure qui sont mobilisateurs pour des années à venir et qui visent au cœur le développement des régions. Et sur la base d'une impression ou d'un changement de cap à 180, on décide du jour au lendemain qu'ils sont plus bons. C'est pas comme ça qu'on administre les affaires de l'État. Merci. Prochaine question, Laval-Gagnon, qui sera suivie par Catherine Delisle. M. Gagnon n'a pas le droit de poser de questions. Il m'a dit qu'il était à la retraite. Non. En retraite, pas à la retraite. Ma question complète, celle de M. Lapierre de Radio-Canada. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas concernant les surplus énergétiques, on s'en va véritablement dans des surplus. Là. Il n'a pas été démontré. On a approuvé qu'on est en situation de pénurie. Il n'y a personne qui a avancé cette hypothèse-là. L'hypothèse, c'est qu'on s'en va vers des surplus. Oui. Et certains, ça a amené évidemment la disparition du programme ou l'élimination des projets de mini-centrales. Certains voient ça comme une contrainte qu'on soit en surplus parce qu'on va la vendre moins cher qu'elle nous a coûté pour être produit, mais d'autres parlent d'une énorme opportunité. Vous êtes un ancien ministre des Transports pendant 1 an. Plusieurs parlent d'une opportunité exceptionnelle, notamment d'électrification des transports en commun notamment. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion, justement, pour le Québec de faire cette transition-là à cause de son déficit énergétique, notamment pour le secteur pétrolier? Mais il n'y a pas lieu de voir un lien d'un à l'autre. C'est-à-dire, pour la question des transports, est-ce que le Québec doit aller vers l'électrification des transports? La réponse est définitivement oui, sans aucun problème. On ne parle que d'exportation. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a 2 choses. Les surplus de production électrique, c'est les bassins, les réservoirs des centrales électriques. Il y a une limite à emmagasiner. Lorsqu'on a atteint la partie supérieure du réservoir, il faut ouvrir les vannes puis laisser passer l'eau. L'énergie éolienne, ça ne s'emmagasine pas. L'électrification des transports et les surplus d'électricité, c'est 2 choses qui sont complètement différentes. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'opportunité à être en situation de surplus. Je ne peux pas comprendre ce que vous dites. Je m'excuse. Pour faire le lien, c'est-à-dire c'est comme un capital, le surplus d'électricité. L'électrification des transports, ça va se faire de la façon suivante. C'est que les villes sont déjà pourvues de réseaux électriques et l'électrification des transports, ça va être soit par le développement du moteur électrique, qui donc nécessite la recherche. Et à l'heure actuelle, vous avez un projet qui a été lancé par le gouvernement précédent sur le développement du moteur électrique et de l'autobus électrique. Il y a un prototype qui existe à l'heure actuelle et qui est à l'étude. On a mis à profit les alumineries. On a mis à profit les constructeurs de véhicules comme Volvo. On a mis à profit les gens d'Hydro-Québec à la recherche, notamment, pour l'électrification des transports. La raison pour laquelle on doit aller là-dedans, c'est que le secteur des transports génère 43% des gaz à effet de serre au Québec. La meilleure façon de le réduire et la façon la plus rapide, c'est véritablement avec l'électrification des autobus, parce que les véhicules deviennent de plus en plus performants au plan énergétique et bientôt, ça va être plus économique au plan de l'environnement d'avoir 47 voitures que d'avoir 47 passagers dans un autobus diesel. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin d'aller vers l'électrification. Maintenant, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que c'est les trolleys? Ça, il y a une difficulté au niveau de l'acceptabilité sociale. Il y a le biberonnage qui existe, c'est-à-dire lorsque l'autobus arrive à l'édicule, il est rechargé. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Maintenant, moi, je ne vois pas que le fait d'être en surplus d'électricité va d'une façon quelconque nous aider dans ce domaine-là. En fait, je ne vois pas de lien de cause à effet. Plus on diminue le pétrole, plus on prend notre électricité pour alimenter nos moteurs électriques, tout simplement.
Oui, mais on peut déjà le faire. C'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est que la technologie n'existe pas. La technologie qui permet de réhabiliter le problème du moteur électrique, en fait, le problème de l'autobus électrique, c'est la batterie, c'est l'accumulateur et le moteur lui-même. Et ce qui est examiné à l'heure actuelle, parce qu'on avait un projet qui est très important à Montréal, qui s'appelle le SRB sur P9, qui serait une voie réservée, c'est comme un super autobus qui ressemble à un métro de surface, et dans lequel vous montez et descendez après avoir pris votre titre de transport à l'extérieur. Et cet autobus-là se régénérerait au plan de l'énergie électrique à chaque arrêt qu'il fait à l'édicule, avec un système de radiation qui ressemble un peu à des micro-ondes sous l'autobus au moment de son arrêt. Ce qu'on est en train d'examiner, c'est la possibilité de le faire dans les conditions climatiques qu'on connaît au Québec et donc de développer le moteur électrique. On a investi dans un projet de recherche pour le développement du moteur électrique dans l'électrification des transports, 60 millions de dollars et je pense que ça doit absolument continuer. Ça, là-dessus, vous avez parfaitement raison. Et s'il y a un élément sur lequel je pousserais, ce serait le développement du transport électrique, ce qui était déjà d'ailleurs dans les cartons au moment de l'élection. Merci. Prochaine question, Catherine Delisle, Le Quotidien, qui sera suivie par Jean Laflamme. Monsieur Moreau, je voudrais revenir sur les centrales, que ce soit plus clair. J'ai compris deux choses. Vous dites que oui, les mini-centrales, ça peut être attrayant pour le développement économique régional. Ouais. Mais en même temps, vous dites qu'il faudra qu'Hydro-Québec soit plus imputable sur ses prévisibilités, à savoir est-ce qu'on est en surplus ou non. Alors, si vous devenez chef du gouvernement, ce ne sera pas plus facile pour Hydro-Québec de dire oui, on sera en surplus ou on ne sera pas en surplus. J'ai un petit peu de difficulté. Je veux dire, là, on nous dit qu'on est en surplus. Mm-hmm. Bon, ce sera quoi la conclusion d'Hydro-Québec? On peut bien leur demander d'être plus imputables, mais c'est difficile d'établir des prévisions à long terme. Vous l'avez dit vous-même. Donc, pour la question des centrales, si on prend aujourd'hui, par exemple, vous seriez pour ou non le développement de nos centrales, en clair? En clair, ce que je vous dis, c'est qu'à partir du moment où on est capable de savoir si on est véritablement en situation de surplus ou non, on est en mesure de dire si on doit aller de l'avant ou non avec ces projets-là. Maintenant, lorsqu'on fait de la prévisibilité, il y a deux possibilités pour le gouvernement. C'est soit de développer de grandes centrales de production électrique pour alimenter le réseau, comme de nouveaux barrages ou de nouvelles infrastructures, ou d'aller vers le développement des mini-centrales pour approvisionner le réseau, selon les besoins qui sont déterminés. Et à l'heure actuelle, ce qui semble le cas, si on prend pour acquis que les prévisions qui nous sont données sont les bonnes, c'est qu'on aurait des équipements de production en grande quantité et qu'on n'a pas besoin de nouveaux équipements de production. Moi, ce que je souhaite, c'est d'être capable d'aller dans le sens du développement des mini-centrales à partir du moment où on a une évaluation propre de ce que sont véritablement nos besoins pour favoriser ce type-là plutôt que les grandes centrales si on est capable d'avoir une production qui soit équivalente, parce que c'est un élément d'enrichissement collectif régional. Vous préférez les mini-centrales? Oui, dans la mesure où c'est possible de le développer. En fait, pour maintenir nos communautés. En fait, ce que vous voulez dire, ça aiderait à maintenir nos communautés. Absolument. Donc, je comprends que vous iriez de l'avant avec les deux. Je serais favorable d'aller de l'avant avec les mini-centrales, puis de dire à Hydro-Québec, écoutez, dans la planification de nos besoins puis de nos constructions futures en production d'électricité, vous devrez tenir compte de la production des mini-centrales dans l'évaluation de nos besoins parce que ce sont des éléments d'enrichissement collectif pour les communautés régionales. Même si c'est de l'achat à perte d'électricité. Ben non, c'est-à-dire que là, il y a une question... Parce qu'en ce moment, c'est ça, le problème des mini-centrales, c'était que des coûts de production de 10, 11, 12, 13 sous le kilowattheure et qu'on les vend 4 et 5. En ce moment, on dit, bon, on va perdre de l'argent, mais on va faire du développement régional en finançant ces projets-là, en achetant de l'électricité. Quelle est la différence entre une mini-centrale et la production d'éoliennes qui vous coûte 11 sous le kilowattheure? Bon, incluons le... Bon, alors, ce qu'on va demander à Hydro-Québec, c'est de dire, écoutez, on va faire une prévisibilité de nos besoins, puis on va faire une évaluation des coûts de production. Et si on est capable d'avoir un bénéfice à aller vers les mini-centrales, on va favoriser ce système-là. C'est ça qu'on dit. À l'heure actuelle, c'est comme si on réalise que là, on a acheté trop de gâteaux pour le nombre de personnes qu'on a invitées à la réception. Ça ne veut pas dire que le gâteau n'est pas bon, ça. Ça veut dire qu'on a fait une mauvaise prévisibilité des coûts. Et en complément. Et des besoins, pardon. Est-ce qu'on ne tente pas par là de maintenir en vie des petites communautés qui autrement
sont quasiment appelés à mourir. Non, c'est pas ma façon de voir le développement économique régional. Moi, je vous dis ceci. Le gouvernement a une obligation d'assurer l'occupation du territoire. C'est fondamental. Tous les gouvernements sur la planète ont une obligation d'assurer leur territorialité. Si on n'occupe pas notre territoire, il y a quelqu'un d'autre qui va l'occuper à notre place. Ça fait partie des obligations de l'État. Et de demander à des gens d'aller justement vers cette occupation du territoire, des gens qui choisissent de s'y établir, de fonder des familles, de gagner leur vie, puis d'habiter le territoire, de faire en sorte qu'ils puissent avoir une vision, puis une capacité de se développer, puis de se maintenir en place, ça fait partie aussi des obligations de l'État. Si c'était le cas, on va fermer l'ensemble des régions, on fait juste les lignes hydroélectriques qui partent du nord puis qui descendent vers Québec puis Montréal, puis on va mettre tout le monde à Québec puis à Montréal. On ne parle pas de fermer des régions, mais on parle de fermer des petites localités qui... Les petites localités ont de l'importance dans les régions parce qu'elles font partie de ce qu'est le développement d'un peuple. Et à partir du moment où les gens s'y sont établis, on doit faire en sorte de pouvoir maintenir des activités dans ces régions-là, faire en sorte qu'il puisse y avoir du développement économique régional et créer des conditions pour que les gens puissent continuer d'habiter le territoire. C'est fondamental. Merci. Prochaine question, Jean Laflamme, qui sera suivi par David Rioux. David. Dans votre exposé tantôt, vous avez mentionné qu'à les dernières élections, quand même 52 ou 53 des Québécois ont voté pour le Parti libéral. Moins que ça. Mais en fait, on a 50 circonscriptions. On a eu 33 32 du vote à peu près. Excuse-moi. Maintenant, ce que je voudrais savoir, pourquoi est-ce que le Parti libéral, comme tel, n'a pas profité de cette élection à la chefferie pour aller à un vote pour choisir un chef régional dans la province de Québec? Là, on s'en tient au SLAY. Encore, c'est une vieille méthode. J'aimerais connaître votre opinion. Pourquoi ça? Mon opinion personnelle, je l'ai donnée, c'est-à-dire que le jour où je suis élu chef du Parti libéral du Québec, je veux faire en sorte que la constitution du parti soit modifiée pour que le prochain chef du Parti libéral du Québec soit élu d'une façon qui soit plus accessible à l'ensemble des membres, parce que c'est vrai que c'est un vieux système. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que techniquement, pour modifier ce mode d'élection-là est prévu dans la constitution du parti. Pour modifier cette constitution-là, ça prenait un congrès général des membres et un autre congrès général des membres pour procéder à l'élection. Donc, il y avait une question de coût, puis il y avait une question de temps. Si le Québécois avait été majoritaire, là, vous l'auriez fait, parce que dans le fond, c'était de se dépêcher d'avoir un chef avec un gouvernement tombe. Dans le fond, c'est ça qui a passé. Non, pas du tout. C'est véritablement une question technique. Maintenant, est-ce que c'est un bon système? L'ensemble des régions sont représentées. Il y a 24 représentants. Il peut y avoir de la distorsion, non pas sur la représentation régionale, mais sur les organisations les unes les autres. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la formule des slates soit nécessairement la meilleure formule. Je pense qu'on devrait ouvrir à ce que tous les membres du Parti libéral puissent s'exprimer dans le cadre de la course au leadership. Ce serait normal d'avoir l'opinion de chacun des membres qui souhaitent voter. On m'a posé la question sur les sympathisants. Moi, ça m'apparaît un petit peu plus difficile à en faire la gestion des sympathisants, mais à l'égard des membres, moi, je pense qu'on devrait ouvrir à ça. Et c'est clair que je vais ouvrir au débat des membres la formule de l'élection du prochain chef. Ça, c'est clair. Est-ce que vous pensez que l'appui de Serge Simard à Philippe Couillard, ça peut avoir joué un gros rôle dans la région? C'est difficile à dire parce que à l'heure actuelle, on a à peu près une trentaine de circonscriptions où il y a eu des choix de délégués et dans certains cas, il y a eu des députés ou des anciens députés qui ont donné leur appui à l'un ou l'autre des candidats, puis ça ne s'est pas nécessairement reflété dans le choix des délégués. Ici, dans la région, le choix des délégués commence demain, je pense, avec Dubuc, c'est ça? Demain soir, je pense, avec Dubuc. André-Lynne, c'est ça. Alors, Dubuc, c'est demain soir. Et ça s'étale après ça. Il y en a jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Et on verra au résultat. Mais je vous dis qu'à l'heure actuelle, les élections de délégués sont commencées et je suis très heureux des résultats que nous avons jusqu'à maintenant. Merci. Donc, prochaine question, David Rioux, ATM, qui sera suivi par Denis Lapierre, Radio-Canada. Monsieur, j'aimerais revenir un peu sur l'éducation. Rapidement, je sais que le cercle de presse va en parler la semaine prochaine, mais avec l'exclusivité d'ATM qui est vraiment dans les médias dans les derniers jours, quelle est votre opinion? Et même ce matin, dans le journal? Premièrement, quelle est votre opinion là-dessus? Et sur les régions, on a parlé beaucoup depuis le début. Quel impact vous pensez que ça peut avoir sur les régions?
Bien, c'est-à-dire qu'il faut être capable, dans notre système d'éducation, de faire deux choses. Et je pense qu'on est capable de le faire. S'assurer de viser l'excellence. Moi, je pense qu'en matière d'éducation, là, quand je vois le gouvernement actuel qui se pose la question à savoir s'il y a du sous-financement des universités au Québec, je trouve ça triste et dramatique. Triste pour plusieurs raisons. Je rencontrais il y a puis j'élude pas votre question, je vais revenir sur la question de la région tantôt. Je rencontrais il y a quelques jours la chancelière de l'Université McGill, Mme Monroe Bloom. L'Université McGill a reçu au cours des dernières années 4 prix internationaux pour la réputation et l'excellence de son administration. Et aujourd'hui, on dit, bien écoutez, il faudrait qu'ils ouvrent leurs livres puis ils ont des choses à cacher. Elle est la première à vouloir ouvrir ses livres. Mais elle dit ceci. Puis c'est vrai pour toutes les universités, c'est vrai pour l'Université du Québec ici aussi. Vous n'êtes pas un étudiant qui est gradué de l'Université du Québec, n'est pas en compétition avec un étudiant de l'Université Laval. Et les exclusivités dans les cégeps, vous en faites quoi? Les exclusivités dans les cégeps, ça relève de la même chose. Moi, ce que l'on voit, puis je fais le lien avec la réponse que je donnais tantôt. Quand on va se poser la question sur les cégeps, parce qu'on va le faire de façon courageuse, se poser la question sur les cégeps, si on en vient à la conclusion que des programmes exclusifs permettent d'avoir non seulement une activité de développement économique régional, mais permettent d'avoir de l'excellence en termes de diplomation, il faut pousser sur ces programmes-là. Il faut arrêter de faire du mur à mur, puis il faut y aller sur des éléments individuels. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait l'avenir d'un peuple. Dans le 21e siècle, je l'ai dit, la clé, ça va être la diplomation. 2 éléments. Un, la persévérance scolaire, parce qu'on a 21% des garçons qui décrochent au secondaire avant d'avoir un diplôme d'études secondaires. Et on a un taux de diplomation qui est inférieur au reste du Canada. Il faut travailler là-dessus, c'est fondamental. Et en matière d'éducation, c'est l'excellence. On pourra couper ailleurs, mais pas là-dedans. Pas dans la recherche, puis pas dans l'éducation. Merci. Prochaine question, Denis Lapierre, Radio-Canada. Par la suite, Bertrand Tremblay, Le Quotidien. Je veux parler avec vous de nationalisme économique, en citant un cas très précis, celui de Rio Tinto Alcan. Oui. En 2006, le gouvernement du Québec signait une entente avec Alcan à l'époque pour, entre autres, permettre la poursuite de l'exploitation des ressources en échange d'investissements. Un an plus tard, Alcan n'était plus une entreprise canadienne, devenait une entreprise dirigée à partir de Londres avec Rio Tinto. Par la suite, bon, c'est ce qui s'est passé. Ces derniers temps, c'est d'évaluation par-dessus d'évaluation. La dernière de 14 milliards de dollars des actifs de ce qui était Alcan autrefois, avec les risques inhérents à tout ça, c'est-à-dire une perte d'intérêt de l'entreprise pour les investissements prévus, qui pourraient ne pas se faire malgré les pénalités, ou en tout cas ne pas tous se faire malgré les pénalités. Est-ce que le gouvernement libéral a fait une erreur à ce moment-là, ou est-ce qu'il n'a pas été un peu laxiste dans la protection de ces investissements-là et en étant vraiment plus exigeant au moment de la reprise d'Alcan, par exemple? Nous ne l'aurions pas fait que nous nous serions fait taxer de ne pas axer notre politique vers le développement économique régional. Hein? Il est facile d'agir en gérant d'estrade 10 ans ou 5 ans plus tard parce que les conditions économiques du marché changent. On a vécu au cours des 5 dernières années une des plus grandes crises économiques des 60 dernières années. Et le Québec s'en est tiré mieux qu'ailleurs parce qu'on a justement fait des investissements, notamment dans les infrastructures. Il arrive que le gouvernement doive intervenir dans l'économie puis dans certains types de marchés pour protéger des emplois en région. L'objectif, c'était celui-là. On n'est pas à l'abri de la situation économique mondiale. Le Québec n'est pas une île. Est-ce que le gouvernement a été laxiste? La réponse, c'est non. Le gouvernement a pris des risques inhérents à ce nationalisme économique qui permet de maintenir des emplois de qualité dans les régions. Maintenant, on subit, comme le reste de la planète, les contre-coups d'un marché qui est mondial puis qui est en évolution constante, avec les crises, avec les besoins, avec les aléas inhérents au marché. En termes de politique de nationalisme économique, vous avez une différence dans les 3 candidats dans la course à la chefferie à l'heure actuelle. Vous avez notamment M. Couillard qui dit, lui, qu'il n'interviendrait pas et il laisserait les forces du marché international jouer.
remettez-vous un peu dans le temps, puis dites-vous quelles auraient été les conséquences de ce type d'attitude-là. Le gouvernement a un bras financier qui s'appelle Investissement Québec et qui doit être utilisé pour éviter les chocs économiques dans les domaines d'activité économique du Québec. Si on ne fait pas ça, on aura des situations où, par exemple, les RONA de ce monde deviendront des propriétés étrangères. Ça ne veut pas dire qu'il faut intervenir puis essayer de régler toutes les situations de tous les canards boiteux. Ça veut dire qu'il peut arriver des situations où le fait d'intervenir de façon économique importante par le gouvernement dans un secteur va lui permettre d'éviter un choc économique dans un secteur, notamment dans ce cas-là, dans le cas de la distribution ou dans le cas de la production d'aluminium, et de faire en sorte qu'on puisse redresser les situations. Est-ce qu'on va gagner dans tous les cas? La réponse, c'est non. Est-ce qu'il y a un seul investisseur qui investit à la bourse et qui dit « Moi, toutes mes actions ont toujours monté, ils n'ont jamais descendu », la réponse, c'est non. Le gouvernement n'est pas différent de ça. Mais il a une obligation additionnelle à un investisseur. Il a parfois l'obligation de prendre des risques qui sont plus importants, justement au nom du nationalisme économique et du maintien des emplois de qualité dans des régions. Moi, je pense que c'est ce que nous avons fait dans ce dossier-là. Merci. Prochaine question. Bertrand Tremblay, Le Quotidien, sera suivi par M. Gilbert Savard. M. Moreau, vous avez fait des réflexions intéressantes sur la décentralisation, l'occupation du territoire et les universités, la qualité de l'enseignement. J'espère que vous aurez le temps de visiter le laboratoire de M. Farzané, un personnage universel qui a développé des technologies pour contrer le verglas. S'il y avait eu cette recherche lorsque vous avez subi en la 96, je pense que vous avez eu beaucoup moins de difficultés. Mais c'est pas là qu'est ma question. En ce qui concerne la décentralisation, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup en région. Oui. Mais vous savez que René Lévesque, par exemple, avait trouvé qu'il serait plus facile de déménager le Rocher Percé à Québec que le groupe de recherche sur les pêches à Gaspé. Ben oui. Comment est-ce que vous allez réussir? Parce que nous autres aussi, on a un centre, le forestier en chef, qui est juste sur la frontière de la forêt boréale. Ce n'est plus qu'une façade. Le forestier en chef est partout, sauf là où il devrait être. Comment est-ce que vous allez réussir à faire de la véritable décentralisation avec cette attitude d'une force, de la force de centralisation à Québec, un peu à Montréal, mais principalement à Québec? Est-ce que vous allez résister lorsque les fonctionnaires vont faire de la marche avec un carré rouge sur le En tout cas, je ne ferai pas ce que le gouvernement actuel a fait avec les carrés rouges la dernière fois. Je ne descendrai pas dans la rue pour en porter un. Et je vais vous conter une petite anecdote sur les carrés rouges. Quand j'étais ministre des Transports, je prends l'ascenseur. Le bureau du ministre est au 29e étage à Québec, l'édifice Delta. Puis il y a quelqu'un qui monte dans l'ascenseur avec un carré rouge. Et je lui demande, est-ce que vous êtes un fonctionnaire du gouvernement du Québec? Il dit oui. Alors j'ai dit, vous allez enlever le carré rouge. Je ne vous demanderai pas d'en porter un blanc, un brun, un vert, un jaune. Je ne veux pas que vous portiez celui-là. Puis pas celui-là plus qu'un autre, parce que vous êtes un fonctionnaire du gouvernement du Québec et que lorsque vous êtes en fonction, vous devez représenter l'ensemble des Québécois et l'ensemble des Québécois ne portent pas le carré rouge. Je crois, moi, qu'on a une fonction publique qui est extrêmement dévouée et qui est prête, et qui non seulement dévouée, mais qui est extrêmement qualifiée. J'ai eu le privilège d'être ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes. J'ai remplacé le premier ministre au Conseil de la Fédération en 2011 et j'ai été en mesure de voir la capacité de notre fonction publique par rapport à la fonction publique fédérale et à la fonction publique des autres provinces. Et on n'a pas à rougir, on a une fonction publique de très grande qualité. Et j'ai toujours compris que lorsque les directives politiques étaient claires, que la fonction publique n'était pas un obstacle à la réussite de nos objectifs. Moi, quand je suis arrivé au ministère des Transports, c'était un ministère qui était assiégé par les médias. Assiégé, littéralement. Parce qu'il y avait eu l'effondrement du viaduc, pas du viaduc, mais du tunnel Vigée à Montréal. Et que mon prédécesseur disait, ben moi, les rapports publics, les rapports techniques, je ne les donnerai pas, les gens ne les comprendront pas. J'ai adopté une autre attitude, qui était une attitude de transparence et d'ouverture. Et je crois beaucoup que, puis ce que j'ai dit
au ministère, c'est on va développer une culture de communication. Dès qu'on a adopté cette culture-là, dès qu'on a fait les approches, dès qu'on a rendu public les rapports, la pression sur le ministère des Transports a baissé. Puis moi, j'entends encore des gens me dire, « M. Moreau, vous êtes arrivé au transport, là, puis 3 semaines après, on sentait qu'il y avait des choses qui s'étaient transformées dans ce ministère-là. » Il y avait une chose qui s'était transformée. Dans le cas du forestier en chef, on avait annoncé, la volonté politique était là, mais quand il est venu le temps de déménager les fonctionnaires, ça... Non, bien c'est ça. Et ce que je dis, c'est une question de volonté puis de directive. Il faut suivre. C'est d'ouvrage, ça. Il faut faire le travail. Moi, la volonté que j'ai de décentraliser, elle part du fait que je pense que les meilleures idées viennent toujours de la base. Et en tout cas, elles peuvent être plus alimentées par la base. Elles ne sont pas toujours les meilleures, elles ne sont pas toujours bonnes, mais il y en a plusieurs qui arrivent de la base plutôt que du haut de la pyramide. À partir du moment où on décentralise le développement économique régional et qu'on crée un partenariat avec les régions qui se sont pris en main, c'est encore plus facile pour le politique, au central, de dire « voici comment on va amener les choses dans les régions ». Et après, il faut assurer un suivi. C'est comme ça que j'ai proposé, je ne sais pas si vous avez vu l'entrevue que nous avons donnée au journal Les Affaires, où je dis il faudrait qu'il y ait une table de décideurs économiques qui, de façon régulière, trimestriellement, s'assoient avec le premier ministre, le ministre des Finances, le ministre du Développement économique, et qu'ils suivent sur les grandes orientations que va s'être donné le gouvernement, puis qui va influencer les décisions du gouvernement. Comme la table Québec municipalité que vous connaissez probablement, qui fait en sorte que le ministre des Affaires municipales s'assoit avec les représentants de la Fédération québécoise des municipalités puis de l'Union des municipalités. Le fait d'avoir ce type de forum-là, pas une grand-messe, là, mais d'avoir un forum régulier où on a un contact, bien, il va se trouver des gens comme vous pour dire, bien, M. Moreau, vous nous aviez dit que vous étiez pour le décentraliser, le forestier en chef, puis là, on a une secrétaire puis un bureau vide. Est-ce que c'est votre conception de la décentralisation? Ça rejoint ma notion de la transparence. À partir du moment où je suis transparent, je donne aux gens une capacité, une unité de mesure pour s'assurer du maintien des orientations qu'on a données. Moi, c'est le genre de politique que j'ai pratiqué. Je l'ai fait au ministère des Transports, je l'ai fait au ministère des Affaires intergouvernementales canadiennes, et je pense que c'est la meilleure mesure possible. À partir du moment où les gens voient que vous êtes derrière une vitre, ils savent ce qui se passe. Et ils sont capables de dire, oui, il y a une volonté. Puis on se soumet au jugement de la population sur la base de notre capacité de produire des résultats. Merci. Mais si vous me demandez ce matin, qu'est-ce que vous allez faire de plus, je peux vous faire une liste de choses. Vous serez toujours là pour dire, bien, on peut en douter. À partir du moment où je vous dis, on va agir de façon transparente, vous pouvez encore en douter, mais vous allez avoir une unité de mesure, une corroboration externe. Il reste 3 minutes. 2 questions, ça voudra dire donc des questions rapides et des réponses rapides. Okay, j'ai compris. On va y aller avec M. Gilbert Savard et par la suite, c'est M. Denis Tremblay, c'est bien ça. Donc, pour terminer, donc, en 3 minutes. D'accord. Moi, j'aurais aimé ça vous entendre parler de la forêt, c'est vital pour nous. Oui. J'aurais aimé savoir votre évaluation de votre successeur qui n'est pas loin d'ici. Et j'aimerais aussi savoir... De mon successeur au transport? Votre successeur au ministère des Transports. Oui, OK. Oui. Et j'aimerais aussi savoir si vous avez déjà fait votre choix entre vos 2 adversaires à la direction, dans la course à la direction, parce que vous risquez de vous retrouver 3e et éliminé au premier tour le 17 mars prochain. Voulez-vous prendre une gageure là-dessus? Ah, OK. Bon, très bien. Non, j'ai pas fait le choix et je suis convaincu que je n'aurai pas à faire ce choix-là. Ce que j'ai dit, c'est que ça me fera plaisir de travailler et avec Raymond et avec Philippe Couillard dans une équipe que j'aurai le plaisir de diriger. Ça répond à la 3e partie de votre question. C'est vous qui détenez le pouvoir. C'est-à-dire que, non, je vous dis, on ne se lance pas dans une course comme ça avec l'énergie que ça demande de traverser le Québec en disant « je vais aller faire une parade ». Pas du tout. Et je vous dis, ce à quoi vous référez, c'est aux sondages généraux de la population. C'est pas comme ça que ça va se décider, cette course-là. Elle va se décider parmi les délégués qui vont avoir été choisis. Et je vous ai dit tantôt, décoder cette réponse-là là, très
adéquatement. Je suis très heureux des résultats que j'ai à venir jusqu'à maintenant. Et vous suivrez l'évolution de cette course-là. Notamment, il y a votre collègue Denis Lessard là, qui commence à faire des calculs tranquillement et qui va contredire la déclaration que vous avez faite. Sylvain Gaudreau. Sylvain Gaudreau, moi, je pense que c'est une mission qui n'a pas de sens, c'est-à-dire de combiner deux ministères, transport et affaires municipales. C'est deux ministères qui demandent beaucoup trop d'énergie pour qu'on puisse faire bien les deux travails. Personnellement, je pense que c'est un gars qui est très sympathique, je n'ai pas de problème avec ça, mais je pense que c'est une erreur que d'avoir combiné ces deux ministères-là. Ce sont des missions qui sont extrêmement importantes. Et pour vous dire, je suis convaincu qu'il n'a pas encore fini de faire le tour, ni de l'un ni de l'autre des ministères. Je pense que ça, c'est une erreur. Sur la forêt, l'avenir de la forêt au Québec, elle doit être assurée, mais l'avenir de la forêt passe par la recherche et le développement et la capacité de développer de nouveaux marchés sur les produits qui seront sortis de la forêt. On l'a fait avec le cellulose dans l'Outaouais. La Gaspésie a des projets aussi de granules torréfiés. Il faut aller vers la recherche et le développement pour s'assurer de l'avenir des produits forestiers, puis soutenir cette entreprise, cette industrie-là, qui est fondamentale et de laquelle on peut tirer des redevances et assurer le développement régional. Merci, M. Moreau. M. Tremblay, je vais vous permettre de poser votre question, mais je vous garantis qu'elle ne passera pas à Vox. Parce que l'heure est passée, donc, M. Tremblay. Et sur la forêt, là, relever la limite nordique la limite nordique qui existe depuis plusieurs années pour l'exploitation forestière. C'est une demande que les entreprises font et qui nous permettrait d'avoir une meilleure alimentation des entreprises en termes de produits de base. M. Moreau, on sait que sur le gouvernement libéral, vous étiez ministère des Transports. Il y a le méga projet de l'échangeur Turcot à Montréal. Oui. On sait qu'en l'année passée, à pareille date, votre ministère a passé aux appels d'offres. Attendez les appels d'offres de consortium. Vous deviez faire des sélections, je pense, de 3 consortiums. Je voudrais savoir, à cette date aujourd'hui, on est rendu où ce projet-là maintenant sur le gouvernement péquiste? On sait qu'il y a des freins. Ça est rendu où ce projet-là? Est-ce que c'est encore... ça tient encore la route pour cette année? Est-ce que c'est encore en marche? Écoutez, ce serait totalement irresponsable qu'ils ne tiennent pas la route. Je vous explique pourquoi. L'échangeur Turcot est un échangeur qui est en fin de vie et qui doit être démoli en 2018. Ce n'est pas un caprice, c'est une question de sécurité. Pour le maintenir en vie d'ici l'échéance de sa démolition en 2018, le gouvernement va devoir investir 257 millions en frais d'entretien et de réparation des infrastructures qui sont des superstructures. Et il est fondamental que ce projet-là aille de l'avant. À ma connaissance, il n'y a pas eu de recul. On continue dans le processus, puis on va devoir continuer dans le processus parce que c'est un équipement qui doit absolument être changé. Et ce qui est inquiétant, là, c'est qu'on nous annonce une coupe d'1,5 milliard de dollars dans les infrastructures sans être en mesure encore d'identifier lesquelles infrastructures on va couper. Mais une chose est sûre, on ne peut pas couper dans Turcot, c'est une question de sécurité. Merci beaucoup, M. Moreau. Merci beaucoup tout le monde.